et pré-retraités, AQDR, Section Québec, est fier de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Un petit bonjour spécial là, pour la Saint-Valentin. Je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a une émission précédente, mais de l'amour. Alors, on va arrêter là-dessus. La QDR Québec, je vous répète, on est un organisme de défense des droits qui fait la promotion de la qualité de vie des aînés, la dignité des aînés, tout ça. Alors, si vous avez une problématique, je vous le dis, on est quand même une bonne équipe. Appelez-nous au 418-524-0437, poste 0. On a même maintenant notre programme d'activité. Vous allez voir, là, vous vous ennuierez pas avec nous. Alors aujourd'hui, on reçoit encore une fois M. Robert Turgeon, qui est directeur général de la résidence Cardinal-Vachon, qui est aussi un expert au niveau des résidences privées. Il a travaillé dans certaines autres et il a une vaste connaissance. Alors, on va parler cette fois-ci de la situation actuelle des RPA, des fermetures ou transformations. Alors, bonjour Robert. Bonjour Judith, ça va bien? Oui, ça va très bien. Permets-moi de te saluer et de te transmettre mes vœux pour la Saint-Valentin ainsi qu'aux auditeurs. Merci de m'accueillir en ce 14 février. Ben oui, c'est une belle date, hein? Vraiment belle date. Là, on va voir un autre aspect des résidences privées pour aînés, la fermeture puis la transformation. Parce que ça arrive de plus en plus souvent. Alors, selon toi, Robert, puis selon aussi toutes les infos que tu as prises, pourquoi y a-t-il maintenant autant de fermetures? Bon, comme on sait, puis pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que le vieillissement de la population n'a pas terminé. Hein. La courbe démographique nous amène à 2031-2032, là, qui va être le summum du vieillissement de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que contextuellement, présentement, il y a on arrive dans une situation économique et d'habitation, de logement qui fait irréglementaire avec les ajouts, les resserrements gouvernementaux là, qui affligent les résidences, à un moment où les entreprises, une entreprise, sa responsabilité, c'est de faire de l'argent. Les gens ne vont pas investir des millions de dollars pour perdre de l'argent et ou pour assumer des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Donc, actuellement, des résidences ou les immeubles d'habitation qu'occupent les résidences et qui sont financés par des caisses de dépôt, des caisses de retraite, des gens qui gèrent l'avoir de leurs clients pour leur faire avoir du rendement. Ben, eux, présentement, se situent à la croisée des chemins. C'est-à-dire que, d'une part, ils ont l'obligation, parce que leur constitution est ainsi, de garantir certains rendements. D'autre part, ils ont des ajouts réglementaires qui leur imposent de plus en plus de frais fixes, donc des frais qui sont assumés par les RPA, puis qui vont être éventuellement un an et demi plus tard transférés à leur clientèle. Donc, les augmentations qu'on voit actuellement sont des frais que les entreprises assument depuis janvier 2023. Et éventuellement, en juillet prochain, les gens vont commencer à avoir des impacts de ces augmentations-là. Alors, ça veut dire que ça a vraiment un gros lien, là, Robert, là. Tout ça est interrelié. Et là, j'arrive avec le dernier bout, qui est la pénurie d'appartements. Hein, on dit il manque de main-d'œuvre d'une part, fait que pour assurer la continuité des opérations, c'est compliqué. Mais d'autre part, la valeur marchande des logements réguliers a tellement grimpé que les logements réguliers sont pratiquement rendus au même prix qu'un logement en RPA, sans tous les frais fixes qui sont imposés par le gouvernement. OK.
Donc, la rentabilité pour un immeuble, tu sais, je veux pas en nommer un en particulier, là, mais dans les derniers qui ont fermé à Québec, il y en a au moins 2, si c'est pas 3, qui sont sur le trajet du futur projet de transport. OK. Ben, ceux-là, ils vont pouvoir louer leurs appartements aussi cher, sinon plus cher que lorsqu'ils étaient en RPA. Ils n'auront pas d'obligation d'avoir des gens éveillés 24 heures sur 24, puis un paquet d'autres frais, d'assurance responsabilité, de ci et de ça. Ils vont augmenter leur rentabilité. L'entreprise privée, elle, son obligation, c'est par rapport à ses propriétaires et ses groupes financiers, c'est d'assurer une rentabilité. OK. Fait que là, ils sont obligés de se poser la question. Est-ce que je continue en RPA ou je transforme ça, puis évidemment, c'est pas pareil partout, dans les villages, dans les ça, c'est pas tout à fait les mêmes préoccupations, mais ça fait nécessairement partie de la réflexion des propriétaires, des opérateurs de résidence. Est-ce que, Robert, juste une question comme ça, là, c'est peut-être pas la réalité. Est-ce qu'il y a des gros conglomérats qui réfléchissent à ça, à cette transformation-là? J'en suis absolument convaincu. Il faut savoir que, je le disais tout à l'heure, les conglomérats, les grosses bâtisses qui se sont construites dans les dernières années, on a construit 200 logements à tel endroit. Il y a quelques années, je m'occupais d'un groupe qu'on a construit à l'extérieur de Québec et la réflexion était déjà en fonction de parfait. Je construis mon bloc appartement parce que d'ici 2031-2032, je vais avoir beaucoup de gens qui vont arriver. Ensuite, je vais être en période de stabilité. Puis ensuite, on pense déjà à la décroissance. Fait à la construction même des RPA, normalement, la question de la rétrocession, de la conversion après la vague des baby boomers est déjà entamée. OK. Ce qui change actuellement, c'est que cette réflexion-là, due d'une part aux augmentations d'exigences, mais surtout à la pénurie de logements réguliers, qui fait que ça augmente la valeur, cette réflexion-là qui avait été planifiée pour 2037-2038, on l'a comme 15 ans d'avance. Ouais, mais ça change toute la donne, là, comme ça, Robert. Ce qu'il faut, il faut réussir à trouver le moyen d'assurer aux RPA une rentabilité au moins équivalente ou comparable en demeurant une RPA qu'en étant un bloc appartement régulier. Exact. L'enjeu est là. L'enjeu est là pour ces groupes-là. C'est vraiment là la pierre angulaire de ce qui devrait, selon moi, faire partie de la réflexion gouvernementale pour, si le souhait, c'est d'assurer la pérennité du modèle. Parce que j'ai beau chercher, j'en vois pas d'autres. OK. Alors, si, mettons, il n'y a pas ça, on peut facilement penser que dans quelques années, il va y avoir une pénurie énorme d'endroits pour les aînés qui veulent demeurer dans des groupes, dans une unité collective. C'est-à-dire que ce qui risque d'arriver, c'est que les places... Actuellement, on voit que les places en CHSLD, où, tu sais, si on prend le continuum de soins, on est à la maison, ensuite on s'en va en RPA, on s'en va peut-être en unité de soins, puis éventuellement, on ira en CHSLD, puis c'est vraiment la pointe, là, fine qui réussit à aller en CHSLD parce qu'il y a très peu de place. Là, ce qu'on voit, c'est que, et ce qu'il faudrait pas arriver, c'est que les besoins dépassent l'offre. Exact. Et c'est un petit peu ce qui pourrait arriver si on ne trouve pas collectivement une façon d'assurer que il y aura encore des entrepreneurs qui vont maintenir ce modèle d'affaires-là. Je comprends. Parce que le gouvernement ne peut pas, et c'est complètement désengagé de la construction de CHSLD dans les années 90, fin des années 90. Ils ont arrêté, ils ont transformé ça en partenariat public-privé avec les ressources intermédiaires. Ouais. Mais là, on arrive avec un moment où la grande majorité des espaces locatifs
ou d'hébergement pour les aînés sont en RPA et la conjoncture économique présentement fait que ça peut, dans certains cas, être plus rentable d'être un bloc appartement que d'être une RPA. D'après toi, je vais te poser une question là, qui n'était pas prévisible, mais à me chicote. Est-ce que dans les autres provinces canadiennes, c'est la même chose? Non. À ma connaissance, ce n'est pas du tout la même réalité. Évidemment, je ne connais pas l'état du marché locatif régulier dans les autres provinces, mais je sais, parce que j'ai travaillé certains projets là dans les maritimes, le cadre réglementaire, puis c'est important qu'il y ait un cadre réglementaire, mais le cadre réglementaire qu'il y a, entre autres, au Nouveau-Brunswick, et a pour but de s'assurer d'une certaine qualité sans nécessairement étouffer l'entreprise privée. Et c'est un petit peu là où, au Québec, on perçoit que des fois, la ligne est mince. Donc, oui, ça nous prend de la sécurité, absolument. OK, parfait. Avant d'appliquer ou d'appliquer telle norme à grandeur, est-ce que ça ne devrait pas être plus ciblé? Si on constate qu'il y a un problème dans tel type d'appartement ou dans tel type de RPA, il faudrait que ça soit ce type de RPA-là qui soit impacté et non pas l'ensemble des RPA. Oui, je comprends. Ça veut dire que tu penses que c'est pas pareil partout, là. C'est pas un modèle unique dans l'ensemble du Canada. Non, c'est pas un modèle unique dans l'ensemble du Canada, assurément pas. OK. Ben ça, au moins, ça nous fait... c'est un constat là, qu'on fait. Mais moi, ça veut dire que le modèle va se ressembler. C'est-à-dire que les entreprises privées vont posséder des RPA, vont opérer des RPA, mais le cadre réglementaire ne sera pas aussi contraignant et imposant que ça peut l'être au Québec. OK. Ben ça, c'est un constat. C'est quand même un bon constat. Mais là, on va arriver à une autre chose qui nous inquiète beaucoup parce qu'on a beaucoup d'AQDR dans les régions et puis c'est une inquiétude, la situation spécifique des petites résidences. Qu'en penses-tu? Ben, les petites résidences, là, il faut, puis surtout, moi, je suis un gars, je suis né en Abitibi, puis j'ai travaillé dans le Bas-Saint-Laurent, puis dans Charlevoix. C'est des situations qui, moi, me préoccupent aussi beaucoup pour ma parenté, pour mes amis, mes gens que je connais là-bas. Dans les milieux, disons, plus ruraux, ou parce que je veux pas faire de peine à personne en parlant de région, mais tu sais, lorsqu'on n'est pas dans un centre urbain avec un gros hôpital, avec des équipements, ben, ça devient extrêmement difficile de trouver. Il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un Cogir, il n'y a pas un Chartwell, il n'y a pas un bâtisseur, il n'y a pas un Maurice ou même une résidence Soleil qui va aller investir 15, 20, 25, 30 millions parce que des équipements pour bâtir une RPA, c'est ça les prix. Là. C'est ce que ça coûte aux promoteurs. Ben, pour aller mettre 20 millions, en faisant une moyenne à 20 millions, pour aller investir 20 millions dans une région, ben, il n'y a pas le volume pour avoir un... Donc, ces régions-là sont nécessairement à la merci, je ne veux pas dire à la merci, mais ils sont pris en charge par des ressources de type familial ou des plus petites résidences, plus modestes, et ces endroits-là font souvent un travail absolument extraordinaire, mais c'est vraiment la passion du propriétaire qui fait, et j'en ai connu qui se sont carrément tués à la tâche d'ailleurs, là, à force d'aimer et d'être présent pour leurs résidents, ça a miné leur santé. Le problème, c'est que dans ces milieux-là, si le propriétaire, qui est souvent un propriétaire occupant de sa RPA, devait avoir un pépin de santé, ben là, c'est que c'est pas lui qu'on envoie à l'hôpital, c'est lui et ses occupants. Ouais, donc, ben c'est il faut sûr. réfléchir à un modèle qui pourrait soulager les RPA de
dans les centres, dans les endroits qui ne sont pas des centres urbains. Et bon, on parlait, puis je réfléchissais à différents modèles qui pourraient arriver. Si on faisait ou on reprenait ces RPA-là, puis on les mettait davantage en modèle ressources intermédiaires de type familial, où on dit, le propriétaire est là, il s'occupe de l'entretien, il s'occupe de l'alimentation, il s'occupe de ces choses-là, les préposés et les soins de base, mais le clinique appartient au CLSC et là, c'est le CLSC qui a, ou les CLSC, qui ont le volet réglementaire à gérer. Ça serait une bonne chose. Ça serait mieux. Ça serait plus facilitant. Ça serait facilitant. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est certainement pas parfait, mais ça viendrait assurer une pérennité à une RTF de Amqui dont le propriétaire occupant a fait une crise cardiaque. S'il a fait une crise cardiaque, il y a quand même des gens du CLSC qui étaient impliqués, qui connaissent les clients, qui savent comment ça fonctionne. Et là, ça devient envisageable de toffer la run. Mais dis donc, là, Robert, si les gros conglomérats, là, ils pourraient pas nous ouvrir des petites résidences en région? C'est pas leur modèle d'affaires. Tu sais, on le dit, les conglomérats, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur l'économie d'échelle. OK. Tu sais, si on construit, je l'ai toujours dit, une résidence de catégorie 3 ou 4, à mon sens, qui veut donner suffisamment de soins, le break-even, l'endroit où il faut pas qu'il soit en bas de 120 unités louées pour être rentable. À 120 unités pour être rentable, c'est parce qu'on va avoir des économies d'échelle. On va avoir du personnel, puis le personnel que je mets va être payé sur un plus grand nombre. Ouais, je comprends, mais je te dis, en t'écoutant, là, on réfléchit beaucoup, là. C'est parce qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, s'il se passe pas quelque chose, ceux-là sont en bas de ce qu'il faut, le seuil de rentabilité, ils vivront plus. C'est le principe même de l'économie. Une entreprise ne peut pas vivre en déficit. Elle ne peut pas exister en déficit. Et c'est pas la responsabilité de l'entreprise privée d'accumuler des déficits par souci et par altruisme. Non, tu as raison. Ça, c'est vrai. C'est particulièrement juste qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que j'entends souvent le commentaire, c'est la responsabilité du propriétaire XYZ, ceux qui ont fermé à Montréal récemment ou ceux qui ont fermé à Québec. C'est leur responsabilité. Ils ont l'obligation de... Non, la seule obligation qu'ils ont, eux, c'est de gérer une entreprise qui va être profitable. C'est ça leur obligation, ils n'en ont pas d'autre. Ouais, mais là, Robert, il y a une dichotomie parce que ils s'occupent de gens, d'humains, qui sont souvent, hypothéqués puis tout ça. Fait que ça, il faut le voir, c'est pas une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise, mais avec un sujet qui est très humain. Absolument. Et c'est pour ça que, dans le fond, les contrats, puis les CLSC, le ministère a, à travers la certification, ce qu'on appelle une entente de collaboration entre les RPA et les CIUS et les CIS de leurs régions respectives. Et dans ces ententes-là, on précise exactement quelle est l'offre de service de la RPA X, Y ou Z. Si ça dépasse l'offre de service, là, c'est le CLSC ou le CIUS ou le CIS qui est censé d'embarquer. Souvent, il manque cette... Puis c'est pas par mauvaise volonté. Même les CLSC, les CIS et les CIUS n'ont pas les ressources pour venir appuyer les RPA. Donc là, ça ajoute à... j'ai quelqu'un qui est en dépassement de capacité d'accueil. Le CIS et le CIUS est informé, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour m'envoyer les gens. Moi, je dépasse ce que je suis capable de faire. Fait que là, j'ai un problème avec mes assurances, j'ai un problème avec mon personnel. C'est plus lourd pour mon personnel, donc il y a des risques de blessures, il y a des risques de gestion, puis de démission, puis etc. Là, c'est la poule ou l'œuf. Non, je comprends. Il y en a des options.
il y a plusieurs options qui sont sur la table, qui sont entre autres promues par le Regroupement québécois des résidences pour aînés, qui serait, quel est le modèle qui pourrait nous amener à assurer la rentabilité des RPA partout, les petites comme les grosses, qui pourrait même les inciter à ajouter des conditions de travail à leurs employés, qui pourraient les inciter à ajouter du personnel sur le plancher sans mettre en danger leur rentabilité. Il y en a des modèles qui sont possibles, mais c'est pas, pour un gouvernement, c'est pas sexy parce que ça va être interprété comme j'aide l'entreprise privée à être rentable. Mais moi, je le vois moins comme aider l'entreprise privée à demeurer rentable que d'aider l'ensemble du service de soins puis du milieu de la santé à survivre et à surmonter l'énorme défi que représente le vieillissement de la population. Ah, c'est un énorme défi, tu as raison. Ça fait des années qu'on parle de ça. Puis on dirait qu'on en parle, mais qu'il n'y a pas tant de mesures qui sont prises pour contrer ça. Mais écoute, dans les régions éloignées, là, quand il y a une fermeture de RPA, les gens, ils font quoi? Ils sont généralement relocalisés à l'extérieur de leur région, donc démobilisés ou déplacés. Si on parle de quand ça ferme dans la Gaspésie, ben ça va envoyer, les gens vont partir de la Pointe ou de Carleton puis vont être envoyés à Matane. Voyons donc. Ben, c'est parce que il n'y a pas d'autres lits. Entre les deux, il n'y a pas de lit disponible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les laisser dans une résidence où il n'y a plus personne. Non, ça c'est sûr. Des gens pour assurer leur sécurité. Donc, s'il y a personne pour assurer leur sécurité, ben, on peut pas les laisser là. Parce que, à moins qu'ils décident, ben, regarde, comme ça s'est fait là sur la côte de Beaupré, quand le Mont-Champagnat a fermé, les gens ont été avisés, nous fermerons. Pour ceux et celles qui souhaitent demeurer dans leur logement, soyez assurés que vous êtes les bienvenus, mais considérez que nous ne serons plus une résidence privée pour aînés, nous serons un bloc appartement. Ouais. Ça existe. Mais les gens qui ont besoin d'être pris en charge et relocalisés, généralement, c'est parce qu'ils ont des besoins plus importants que de demeurer dans un... C'est pas la coquille du logement qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de plus que ça. Ouais, je comprends. Si t'es à Capitale-sur-Mer, ou t'es à Amkoui, ou t'es ailleurs, ben, ces ressources-là n'existent plus, hein, parce que ce sont toutes des petites résidences de peut-être entre 10, 15 ou 20 places. Ben, si les places sont toutes prises, il y a peut-être une place là, je vais aller là, OK, mais ma chum avec qui je joue aux cartes depuis 5 ans, elle est prise pour s'en aller à Matane ou à Rimouski. Parce qu'elle s'en va finalement en CHSLD, puis qu'il n'y a pas de CHSLD. Il y a peut-être des CHSLD là, dans la Gaspésie, pour ceux qui écoutent de là-bas, j'avoue mon ignorance, là, mais je fais une caricature. Mais ils vont être déplacés. Il y a des gens, des fois, à Québec, en 2018, il y avait une résidence qui avait fermé à Saint-Joachim. Et de Saint-Joachim, il y a des gens qui ont été envoyés en CHSLD puis en ressources puis en résidence privée à Baie-Saint-Paul. Ah, ben c'est pas loin là. Tant que ça. Pas loin. Il y a quand même quelques bonnes côtes entre les deux. Ouais. Le frère, la sœur qui ont 75-80, passer dans les côtes puis dans les caps pour aller voir la sœur qui est rendue à Baie-Saint-Paul, c'est pas l'idéal. Il y en a d'autres qui sont partis à Saint-Joachim pour venir à Québec, mais c'est quand même un 30, 40, 45 kilomètres. Ouais. Alors que le but serait, puis ce que je disais tantôt, de le verbaliser puis d'organiser pour que le clinique soit un peu contrôlé de façon plus régionale puis que l'opération de ces petites résidences-là puisse demeurer locale aux propriétaires occupants ou etc. Ben là, ça permettrait, selon moi, aux gens qui ont construit, qui ont bâti ces régions-là, de rester là, d'y demeurer. Ouais, ben ça, je pense que ton point est très important. C'est vraiment important. Si on recule en arrière, Robert, puis on a autrefois quelqu'un qui parlait d'assurance autonomie.
pour la continuité des soins. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'entends plus ça, moi. Ben, effectivement, depuis 2014, autour de ça, ça a été il y a eu une promotion de ça sous un ancien gouvernement là, qui, je commençais à l'époque dans les RPA, qui était une espèce de fonds qui pouvait être géré ou un peu discrétionnaire en fonction des besoins individuels de chacun. Ça serait certainement, selon moi, une option très intéressante. Okay. Beaucoup plus intéressante, ou sans dire plus intéressante, tu sais, ça serait certainement un complément à ce qui a été annoncé par la ministre là au niveau des allocations personnalisées, qui ne touche présentement à peu près pas de résidence au Québec, parce que l'annonce qui avait été faite, c'était pour les 30 unités et moins. 30 unités et moins, c'est pas là où on a la majorité des RPA. Puis même dans la région de Québec, les dernières RPA qui ont fermé, il y en a aucune qui pourrait bénéficier même de cette annonce-là. Ça, c'est une chose. L'assurance autonomie serait assurément plus qu'intéressant à remettre à jour. Ouais. Je pense que ce serait nécessaire. Ou au moins de le réfléchir ou de le mettre à jour ou de le repositionner. Mais actuellement, c'est sûr que dans les options qu'il y a, dans les options qu'il y a actuellement, il y aurait accordez-moi une seconde, chers auditeurs. Oui, parce que là, on va terminer là-dessus. Il nous reste, je pense, juste 30 secondes. Robert. Dans le fond, il y a ça qui serait intéressant à mettre à jour. Il y a encore, comme je le disais tantôt, une philosophie à mettre à jour avec le ministère qui est proposée par le RQRA, qui serait un crédit d'impôt sur les masses salariales qui pourrait être modulé en fonction du type d'employé en RPA. La ministre souhaite qu'il y ait plus de RPA avec des infirmiers ou des infirmiers autorisés. Ben, ce crédit d'impôt-là pourrait être modulé pour que ce soit plus intéressant pour les RPA d'en avoir. Okay. Les RPA qui, comme la mienne, ont des infirmières 24 heures, ça n'existe plus. On va arrêter là-dessus. Il y a trop de sujets intéressants, mais je te remercie énormément. Un plaisir. J'espère avoir perdu personne. OK. À la prochaine. Merci. Bye-bye. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.